Bonsoir Monsieur Emery, je ne vous ai pas salué. Donc Jean-Claude, c'est Monsieur Emery qui présente oui, le compte de gestion d'abord, pendant le compte administratif bien sûr. Merci, donc bonsoir à tous. Alors, moi j'ai un document là sous les yeux, tout budget confondu. Est-ce que c'est celui-ci que je présente? D'accord. Ok. Donc je présente les comptes de gestion les uns après les autres. On va faire ça comme ça. Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez les données qui s'affichent ou... D'accord. Donc du coup, les comptes de gestion, vous ne les avez pas. Non, on a le compte administratif. Il doit coïncider, j'espère. Oui, je vais prendre un autre numérique. Donc. Alors là, c'est page 23 en fait. Bon, je vous prête. Juste le budget principal peut-être, parce que c'est le budget principal. Ah oui, d'accord. Voilà. Ça c'est le budget principal. Et donc ça c'est le compte de gestion. Donc voilà, donc vous voyez en page 23 du compte de gestion la section d'investissement, la section de fonctionnement, le total des sections. Donc ce que l'on voit donc sur la partie fonctionnement, on a nos recettes pour 9 321 262,09 et nos dépenses pour 8 472 512 euros 33 bars. Donc en 2018, le compte de gestion fait apparaître donc un excédent de 848 749,76 euros et en section d'investissement un excédent toujours de 849 520,06 euros. Donc ça c'est uniquement l'exercice 2018. Donc le total de ces deux sections fait apparaître un excédent de 1 698 269,82 euros. Page suivante du compte de gestion du budget principal. Donc on voit tout en haut, budget principal, investissement, fonctionnement. Donc on retrouve les résultats que je viens de vous annoncer. Ce qu'il y a sur la gauche, c'est le résultat à la clôture d'exercice précédent, donc en 2017. Donc on voit que fin 2017, on avait un déficit de 795 467,44 et en fonctionnement, on avait un excédent de 6 564 euros, 564 285,24 euros. Donc voilà, donc tout en bout de ligne, on a le résultat final sur le budget principal. Donc en investissement, 54 052,62 euros et en fonctionnement, 6 605 191,13 euros. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc au niveau du compte de gestion et des résultats 2018 sur le budget principal. Sur les budgets suivants, je vais peut-être vous présenter directement le total. Oui, voilà. Donc par budget, l'avantage du budget principal, c'est qu'il présente justement les résultats des budgets annexes également. Et donc on peut directement aller en bout de ligne pour chacun des budgets et ça nous permet d'avoir les résultats globaux, tout exercice confondu par compte. Donc là, notamment concernant l'atelier relais de Carvaux, fin 2018, tout exercice confondu, on s'aperçoit qu'en investissement, on a un déficit de 961 469,30 et en fonctionnement, on a un déficit de 117 979,80 euros. Le budget Z à la hutte Saint-Pierre, en investissement, on a un déficit de 164 217,29 euros. Et en fonctionnement, on a un déficit de 156 089,76.
Pour le bâtiment locatif, donc il est sur 2 pages. Tout en bas de page, en investissement, on a un déficit de 135 118,16 €. Et en fonctionnement, 411 186,78 €. Là, c'est un excédent. Voilà. La ZEDA du Nuet. Donc en investissement, on a un déficit de 734 632,08 €. Et en fonctionnement, un déficit de 24 560,82 €. Pour la zone artisanale de l'Henruy, Poignant, donc là on a un déficit en investissement de 979 318,68 €. Et en fonctionnement, on a un excédent de 137 436,46 €. Pour la Losac, on a un déficit en investissement de 416 657,82 € et on a un excédent en fonctionnement de 7 320,32 €. La ZEDA Flachec, donc on a un déficit de 74 027,45 € en investissement et en fonctionnement, un déficit de 15 705,11 €. Donc la chaussée Lenvaux, en investissement, on a un déficit de 510 663,13 € et en fonctionnement, un déficit de 17 701,69 €. Enfin, le budget ordures ménagères. Donc là, en investissement, on a un excédent de 401 317,45 € et en fonctionnement, un excédent de 264 262,30 €. Donc le total, tout budget confondu, tout exercice confondu, fait apparaître donc, toute section donc confondue, un excédent de 3 572 625,97 €. Voilà. Voilà ce que j'avais annoncé. Je vous remercie, Monsieur Emery. Donc, il est demandé au Conseil communautaire d'approuver les comptes de gestion dressés pour l'exercice 2018 par notre receveur. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. Merci, Monsieur Emery. Bonne soirée. Au revoir. Jean-Claude, je te laisse présenter le compte administratif. Bon, je vais faire en sorte que vous compreniez à peu près ce que je vais vous présenter. Donc voilà, je ne vais pas reprendre ce qui vient d'être fait ou présenté. Donc on va passer au compte administratif du budget principal. Et tout d'abord, sa structure générale qu'on nous a présentée déjà tout à l'heure. Alors, on va faire l'analyse tout à l'heure, oui, effectivement. Disons, sur le résultat global qu'on a constaté sur le budget principal. Vous avez vu, vous l'avez sur votre première page, c'est 6 659 000. Un excédent global, toutes sections confondues. Donc ça peut surprendre, c'est un chiffre important. Alors, il faut cependant le diminuer des zones qui sont en déficit. Nos zones sont en déficit pour un peu plus de 4 millions. Si bien que l'excédent réel peut être ramené à environ 2,4 millions. Alors, effectivement, c'est important. Alors, c'est un fonds de roulement. Des excédents dans une collectivité, c'est le fonds de roulement. On a donc un fonds de roulement qui est important. Et on va voir tout à l'heure l'explication dans l'analyse du budget, du compte. C'est qu'on a des difficultés à réaliser notre programmation d'investissement. On a du retard. Donc voilà. Alors, bon, on n'est pas les seuls. Les procédures sont beaucoup plus complexes maintenant. On a des appels à projets, on a ceci, cela. Ça, c'est la première raison.
La deuxième raison, c'est qu'on fait aussi du provisionnement. Quand on a des programmes très importants qui peuvent recouvrer plusieurs millions et que notre capacité d'investissement est inférieure, il est bien certain qu'on doit provisionner dans la durée. Puis il y a un troisième élément qui me semble important. Quand on analyse la gestion, on analyse, disons, l'ensemble du bilan, puisque le fonds de roulement, on est dans l'analyse du bilan. Or, quand on analyse un fonds de roulement, on ne peut pas faire abstraction du besoin en fonds de roulement. On peut très bien avoir un fonds de roulement important si derrière le besoin en fonds de roulement est important. Le différentiel, c'est la trésorerie, c'est ça effectivement. Ceci étant, quand on regarde, au 31 décembre, on a aussi une trésorerie importante. Mais il faut anticiper, on pourrait se poser la question, puisqu'on a effectivement une trésorerie importante, un fonds de roulement important au regard de notre besoin en fonds de roulement, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, disons, rembourser certains prêts par anticipation, de façon à utiliser ces fonds et ne pas les laisser dormir en trésorerie. Or, on a un élément, nous, qu'on a voté il n'y a pas longtemps, les nouvelles modalités de recouvrement de la redevance incitative. Cette année, en 2019, la redevance incitative, 0 francs en trésorerie. C'est l'équivalent de plus d'1,5 million. Donc les 2,4 millions moins 1,5 million, si on regarde, il ne reste plus que 700 et quelques mille. Bon, il faut un dixième, au moins un dixième de dépenses pour le budget principal de nos dépenses réelles. Bien voilà, donc on est, disons que l'année 2019 sera une année test pour voir si en 2020, il faudra suivre la trésorerie pendant toute l'année, voir comment elle fluctue, et si effectivement on est toujours en excédent, voir si on ne peut pas rembourser par anticipation un emprunt. Voilà, la remarque qu'on peut faire. Donc ça c'est une chose, et puis la deuxième chose, il faut qu'on accélère nos programmes d'investissement dans leur réalisation. Ça c'est sûr, on est vraiment en dessous des moyennes, vous allez voir ça tout à l'heure. Donc c'est la remarque que je voulais faire, moi, sur le résultat dégagé sur le budget principal, l'analyse qu'on peut faire. Un fort fonds de roulement, mais bon, effectivement, qu'il faut observer au regard des décisions qu'on vient prendre pour les déchets, etc. Voilà, alors, est-ce que vous souhaitez qu'on parcourt le document du compte administratif ou qu'on passe tout de suite à l'analyse? Parce que bon, moi je veux bien, on parcourt le compte, vite fait, non? Il n'y a pas de demande particulière, donc on va passer. L'important c'est ça, effectivement, on va passer à l'analyse. C'est simple, le CA 2018, donc quelles sont les principales caractéristiques de ce compte administratif 2018? Donc, pour analyser ça, je le fais toujours de la même façon, à l'aide des 4 ratios traditionnels, de façon à vous imprégner de la matière. C'est comme ça qu'on finit par s'imprégner, par maîtriser le sujet. Donc les 4 ratios, on analyse l'épargne nette tout d'abord. Qu'est-ce que c'est que l'épargne nette? C'est la capacité à investir de la commune, c'est-à-dire, une fois qu'on a nos produits, moins nos charges, moins l'annuité, qu'est-ce qui reste pour investir? C'est ça. Alors, l'épargne nette, pour mémoire, en 2017, vous voyez, elle était égale à 1086 KE en 2017. Ça représentait 17,15% de nos produits réels. En 2018, vous voyez, nos produits 6 808 000, nos charges 5 182 000, l'annuité 410 000, l'épargne nette 1 216 000, elle représente 17,86%. Alors, il faut l'analyser, cette épargne nette. Donc, en évolution, elle augmente de 130 000 euros. On passe de 1 216 000 à 1 216 000 à partir de 1 86 000. Donc, elle progresse de 12%. C'est pas mal. En structure, elle représente donc 17,90% des produits réels. Donc, de nos recettes, 18%, pour ainsi dire, sont disponibles pour investir. On la compare aux moyennes. La moyenne départementale, non, là pas là. La moyenne nationale, c'est 10,88. Donc, vous voyez, on est à près de 8 points, presque au-dessus. Et la moyenne régionale, 13,83. Donc, on est à 4 points au-dessus. Donc,
on a une épargne nette quand même assez conséquente. Schématiquement, comment obtient-on cette évolution cette année? Donc on compare nos produits de l'année 2018 à ceux de 2017, on voit comment ils ont évolué. Donc ils ont augmenté de 477 KE 7,53%. Donc nos produits ont augmenté de 7,53%. Nos charges sont passées de 4828 à 5182, plus 354 KE, ils ont augmenté de 7,33%, un niveau légèrement inférieur. Quant à l'annuité, bon, elle est en baisse de 7 KE, c'est pas significatif, moins 1,68%. Donc des produits qui augmentent de 477 KE, plus 7,53, des charges de plus 7,33%, une annuité en baisse de 1,68%. Donc l'explication de l'augmentation des 130 KE, c'est donc 477 de recettes en plus, moins les dépenses supplémentaires 354, et plus les 7 d'économies réalisées sur l'annuité, et on obtient les 130 KE. Voilà comment on obtient finalement notre évolution d'épargne nette. Alors si on rentre dans le détail maintenant, au niveau des chapitres, on peut voir comment ont évolué les comptes, les achats. Vous voyez que les achats, on va les voir en détail tout à l'heure, mais bon, encore plus en détail. Les achats ont augmenté de 122 KE, 12%, c'est important, ça mérite analyse. Le personnel de 3,73%. Les subventions participation, 6,50, c'est important, ça mérite analyse. Et l'exceptionnel, plus 23%, mais là, vous avez les subventions aux zones, on verra ça tout à l'heure, c'est pas significatif en soi comme ça. Donc voilà, quand on retrouve notre total de 354, plus 7,33%, donc c'est ventilé entre les différents comptes. Les produits, la fiscalité augmente de 467 KE, près de 14%. C'est énorme. C'est énorme. Donc il faudra l'examiner. Les subventions dotations, elles baissent de 79 KE, près de 5%. Les autres produits augmentent de 100 KE, plus 7,69, c'est important. L'exceptionnel n'est pas significatif et difficilement maîtrisable, c'est aléatoire. Donc nos produits, 477 KE, 7,53%. Alors on va voir le détail de ces comptes maintenant. Alors les charges, on en a parlé. Le chapitre 11, donc les achats, les consommations. Donc vous voyez, plus 122 KE, plus 11,37%. Où est-ce qu'on les trouve, ces dépenses supplémentaires? Principale hausse, Festimome. Donc effectivement, puisqu'on a Festimome une fois sur deux, donc manifestement il y a un surcoût l'année de Festimome, 42 KE. On a l'eau et l'électricité, notamment à la piscine, 32 KE, parce qu'il y a eu une vidange, je crois, exceptionnelle. Vous avez le petit équipement pour les services techniques qui a cru quand même de façon importante, 26 KE. Et puis bon, différents comptes, remboursement de frais à la fin, 18 KE, 13, je vous laisse prendre connaissance. Et finalement, on arrive vite fait aux 122 KE. À l'inverse, on a quelques baisses. Le bois piscine, le marché a été relancé, on a obtenu des prix plus intéressants, 15 KE de baisse. Les locations mobilières et les expositions également ont baissé. Donc vous voyez, les principales dépenses quand même, c'est Festimome et l'eau et l'électricité, piscine notamment. Donc voilà pour l'explication du chapitre consommation. Les frais de personnel ont augmenté de 86 KE, plus 3,73%. Alors, vous avez le détail du brut et comment dirais-je, des remboursements de charges. Donc en brut, 2 455 000. Vous voyez que cette année, on a eu des remboursements de charges importants, 64 000, alors qu'on a habituellement 20 25 000. Donc ce qui explique la différence, qui atténue l'évolution, puisqu'on est à un coût net de 2 391 pour 2 304, plus 86 KE, plus 373. Donc l'augmentation de 5,32 due au secteur de l'enfance-jeunesse, où effectivement il y a eu un développement des activités. On a eu un départ en retraite du régisseur de l'Asphodel, je crois, avec des indemnités qu'on a dû lui verser. Ouais. Et donc,
tout cela se trouve compensé notamment par des remboursements sociaux en forte augmentation. On a eu des congés de maternité assez importants, c'est ça, dans la collectivité. Donc voilà, ceci étant, on avait anticipé au budget primitif une mise à niveau des frais de personnel. Les subventions participation augmentent de 75 KE, 6,50%, c'est fort. Alors l'explication, vous voyez, la GEMAPI. 69 KE à elle seule, et les subventions ont augmenté de 27 KE, mais c'est la GEMAPI. À l'inverse, on a une baisse des fonds de concours, on les perd en fonctionnement, puisque ça a baissé de 22 KE, mais on les retrouve en investissement, puisque les fonds de concours ADS peuvent être versés soit en fonctionnement, soit en investissement, selon le projet qu'elle finance. Donc voilà, donc c'est surtout la GEMAPI. Autre charge exceptionnelle, 368 KE pour 2018 et 297 en 2017, plus 71 KE, plus 24%. Ce sont les subventions d'équilibre aux zones économiques. Cette année, on a versé 200 KE au titre de la subvention d'équilibre pour les budgets locatifs, 200 KE pour les zones et les budgets locatifs 155 et un exceptionnel de 8, 200 plus 155 plus 8. Bon, généralement, ces charges exceptionnelles, c'est deux choses. La subvention d'équilibre aux zones, qu'on a évaluée à 200 KE, et la subvention d'équilibre au budget annexe locatif, qui tourne autour de 150 KE. C'est ça, en principe, exceptionnel. En définitive, donc, des charges qui augmentent assez fortement sur tous les postes. Or, la nouvelle dépense GEMAPI, 69 KE, et les subventions d'équilibre, 71 KE, exceptionnel. C'est une hausse de 214 KE. Or, c'est de dépenses qui est constatée, 4,43. C'est sans doute trop important. Ceci étant, cette évolution était anticipée par un souci de mise à niveau général des services. Vous vous souvenez, on l'avait anticipé au niveau du BP. On va faire la même chose cette année en 2019, vous verrez. Donc voilà, c'était anticipé. L'important, c'est de voir comment évoluent les produits, s'ils évoluent au même rythme, pour qu'on n'ait pas un effet ciseau. Les produits donc augmentent de 477 KE, 7,53%. Tout d'abord, la fiscalité nette, bon, c'est l'ensemble de la masse fiscale, ce n'est pas uniquement les impôts fiscaux. 467 KE de bonus, 13,87%, c'est énorme. Alors vous voyez, sur la fiscalité proprement dite, le compte 731, vous avez 390 KE d'augmentation. C'est là que se trouve essentiellement l'augmentation. On va l'examiner en détail et vous verrez d'où ça vient tout à l'heure. Mais donc, on voit bien que c'est là quand même l'essentiel. Les attributions de compensation ont augmenté également de 17 KE, c'est lié à la GEMAPI, celle qui était déficitaire, disons, et qui versait une attribution de compensation à la communauté, en verse une autre avec la GEMAPI, un complément avec la GEMAPI. Le FPIC, sensiblement de même niveau, 5 KE. La taxe sur les séjours qui a augmenté un petit peu, 39,14, 25 KE. Mais bon, il y a une régularisation, je crois, en 2018. Mais c'est une taxe, une taxe qu'il faudra surveiller dans son évolution. Et le 0,14, donc baisse de charge, baisse de produits, pardon, 2206 à 2236, là également, c'est la GEMAPI qui explique, disons, la baisse. Donc maintenant, on va voir les dotations. Donc vous avez vu, c'est surtout la fiscalité, proprement dit, qui explique l'augmentation. Les subventions, dotations, elles diminuent de 79 KE, moins 4,79%. Bon, vous vous en doutez, c'est surtout la TGF qui continue de baisser, puisqu'on est passé de 911 à 868 KE. On a perdu 43 KE en baisse DGF. Les contrats aidés, également, ont diminué de 35 KE. Là, il y a une baisse des contrats aidés. Et on retrouve l'augmentation également dans les frais de personnel. Donc, il y a un jeu de vases communicants. Festimum, des subventions, bien sûr, puisqu'il y avait Festimum, donc les subventions tombent également.
on a moins 2 KE, donc le reste n'est pas significatif. Donc vous voyez, finalement, au niveau des dotations subventions, c'est les contrats aidés qui baissent et la DGF. Hein. Les autres produits, donc plus 100 KE, les autres produits c'est les comptes 70, hein, les facturations, et les 75 autres produits de gestion, donc plus 7,69%. Alors, dans les produits facturés, on voit que la voirie continue de croître, hein, plus 22 KE, ça fait la troisième année où ça continue de croître, hein, on est passé de 382 à 404, l'enfance jeunesse également, il y a plus d'activités mais plus de recettes, 14 KE, la nacelle, plus 46 KE de location et du broyeur, et disons 17 KE de surplus de recettes liées à Festimo. C'est normal, tout s'enchaîne. À l'inverse, moins de recettes constatées cette année au niveau des facturations raison de chaleur, ce qui peut s'expliquer parce qu'effectivement le coût en a été également diminué par la tarification obtenue sur le bois, et l'entretien des véhicules, 30 KE contre 40, soit moins 10 KE. Donc les autres produits, donc effectivement une augmentation assez générale. Les produits exceptionnels, bon, ils sont exceptionnels par définition, c'est difficilement maîtrisable et en grande partie aléatoire. Plus 11 KE, moins 11 KE, pardon. On est tombé de 15 à 4. Oui, l'année dernière, on avait eu des ventes aux enchères et des sinistres. Bon, cette année, on n'a pas eu de sinistres, bon, c'est beaucoup plus mal. Donc, en définitive, des recettes qui augmentent de 477 KE, plus 7,53%, résultant d'une bonne rentrée fiscale, plus 467 KE, vous voyez, donc la fiscalité exprime presque tout, et les facturations de services plus importantes, et en contrepartie, on a effectivement à l'inverse des dotations et subventions en baisse, de 79 KE. Donc vous voyez, c'est donc une résultante d'augmentation et de diminution de dotation. Alors, maintenant, si on cherche à expliquer par rapport à la moyenne nationale, notre bonus d'épargne nette, puisque c'est la résultante de l'excédent brut de fonctionnement, ce qu'on appelle le résultat d'exploitation, c'est un premier solde de transaction économique qui donne, disons, l'efficience d'une exploitation. Donc, l'EBF, 4,54 de bonus par rapport, effectivement, à la moyenne nationale. On dégage, au niveau de ce solde, produits courants moins charges courantes, pour simplifier, 23,8% de nos recettes. Donc, sont disponibles. La moyenne nationale, 19,34. Donc, la différence, 4,54 de mieux. Le reste, c'est l'annuité. On dégage là aussi un bonus de 2,44% sur notre annuité, 6% des recettes réelles, et les moyennes nationales, 8,46%. Donc notre bonus d'épargne nette est de 6,98%, hein, 17,86 par rapport à 10,88, s'explique par l'EBF, notre exploitation, c'est-à-dire notre maîtrise des charges par rapport à nos produits, et une annuité de 44. Voilà ce qu'on peut dire pour l'épargne nette. Ça va? Donc, c'est satisfaisant, hein, effectivement. L'endettement, aucun emprunt n'a été réalisé au titre de 2018 sur le budget principal. L'annuité de 410, hein, capital 252, intérêt 158. Ce qui signifie que fin de 2018, c'est l'encours au 1er janvier 2018, hein, moins le remboursement de l'année, 252, pas d'emprunt. Donc, la différence, 4390 KE, sur le budget principal. Voilà le montant de l'encours. Par habitant, ça nous donne 176 €. La moyenne régionale est de 137, on est un peu au-dessus. Et nationale, 180, on est en dessous. Donc c'est correct. Hein. C'est correct. Par contre, ça ne veut rien dire, hein, ce ratio. Enfin, il n'est pas très significatif. Vaut mieux, disons, apprécier notre capacité à rembourser la dette, c'est-à-dire en mesurant notre encours à notre autofinancement. Si avec notre autofinancement, on remboursait l'encours, en combien d'années? 3 années, hein, j'arrondis. 3 années d'autofinancement brut rembourserait notre dette. Moyenne nationale, 3,29. Régionale, 2,37. C'est correct. Très correct. L'annuité représente 410 KE, c'est 6% de nos produits. Et la moyenne nationale, c'est 7. Donc voilà, notre endettement se situe à un niveau tout à fait acceptable et demeure sous contrôle.
Donc le deuxième ratio est satisfaisant. La fiscalité, alors on a vu tout à l'heure que là on avait une bonne augmentation, elle est en bas, là, les 390 KE, d'où ça vient? Donc on compare 2017-2018, la CFE, vous voyez, 250 KE de plus. C'est énorme, hein. Je pense que c'était la vraie croix, apparemment, merci la vraie croix, hein, effectivement, qui nous a, disons, offert cette augmentation. L'ATH, beaucoup plus modeste, 76 KE. Les taxes foncières, bon, c'est marginal, 8 KE. Le foncier non bâti, bon, 1 KE. La taxe additionnelle au foncier non bâti est identique. Donc vous voyez, au niveau des impôts stricto sensu, on a 335 KE d'augmentation. Si on examine maintenant les l'IFER, on a une augmentation de 4 KE. La CVAE, moins 24 KE. C'est assez surprenant, hein. La CVAE, c'est une recette très volatile qu'on a du mal à maîtriser, alors que la croissance, bon, ceci étant, c'était avec le décalage de 2 ans. Hein. 2 ans et 1 an, donc voilà. Mais bon, c'est surprenant. L'explication, c'est la territorialisation de la CVAE. C'est pas parce qu'au niveau global, c'est comme la DGF, ça. Au niveau global, ça stagne, mais il y a des gagnants et des perdants. Et là, ça peut être la même chose. Hein. Donc, voilà. La TASCOM, donc la taxe sur les activités commerciales, donc moins 21 KE également. Total, donc 335, moins c'est négatif, donne 294 KE. Et on a eu également des rôles supplémentaires très importants en 2018, 126 KE. Donc plus 96 KE de bonus. Donc si on ajoute ça, on obtient les 390 KE. Donc, rôle supplémentaire, CFE, voilà l'explication, les principales explications de l'augmentation. Et on obtient une bonne fiscalité en ayant des taux qui sont, disons, tout à fait corrects. Hein. Regardez la TH, on est même dans les plus faibles, hein, généralement au niveau des taux. Donc vous voyez, 8,95 pour la TH, vous voyez, vous pouvez remettre 10, 9 ou 11. Donc voilà, on est même le plus faible. Non, pardon, 8,95. La moyenne nationale, vous voyez, la moyenne nationale est de 8,60, la moyenne régionale 10,50. Hein, nos épargnes sont nettement au-dessus et nos taux sont au-dessus également. Il y a peut-être une corrélation d'ailleurs, mais bon, à examiner ça. Hein. Le foncier non bâti, donc on est à un niveau effectivement tout à fait correct, 2,75 dans l'échelle. Par contre, vous voyez, moyenne nationale 7,07 et 4 moyennes régionales. Là, dans notre secteur, on est en dessous. Le foncier bâti, donc on est à 1%. Alors tout le monde ne l'a pas institué, GMVA ne l'a pas mis en place. 2,45 Clermel, donc voilà, c'est correct, 1%. Moyenne nationale 2,72, régionale de 0,95. Et la CFE 21,92, on est au même niveau qu'Arc Sud, 21,92, et les mieux placés, hein, autrement, quoi. Donc vous voyez, au niveau des taux, bon, pour ce qu'il signifie, on est, disons, tout à fait correct. Hein. Donc je rappelle que la variation nominale des passes en 2018 a été de 1,24. Donc à situation comparable, c'est-à-dire un niveau de rôle supplémentaire identique. Si on enlève effectivement les rôles supplémentaires qui sont très aléatoires, on a quand même un différentiel positif de 294 KE, près de 6%. C'est quand même important. Alors c'est la CFE, et bon voilà, je ne vais pas me répéter. Quant au niveau de taux, donc il se compare avantageusement avec les collectivités proches. Donc on peut dire qu'au niveau de la pression fiscale, on se situe à un niveau tout à fait correct, quoi. Quatrième ratio, et c'est là effectivement qu'il y aurait peut-être plus à redire, l'équipement. Les dépenses d'équipement sur l'année ont été de 651 KE pour le budget principal et 440 KE pour le budget locatif. Bon, je le laisse pour mémoire, celui-là. Alors, ce sont des dépenses d'équipement de 651 KE qui ont été réalisées en 2018. Alors, si on compare cela à ce que font les autres communautés de communes, donc 651 KE. Pour cela, on a réalisé 0 KE d'emprunt, il n'y a pas eu d'emprunt. Les subventions, 16 KE. Et les ressources propres, 635. Donc ça représente
en pourcentage de financement, 0% pour l'emprunt, 2,5% pour les subventions, 97,5% pour les ressources propres. Donc TVA, etc. La moyenne, ça fait 26 € par habitant à nos dépenses. La moyenne nationale, c'est 87 €. Donc on est en dessous, et la moyenne régionale, 80. Donc vous voyez, on a un différentiel quand même de 60 €. Si vous le multipliez par le nombre d'habitants, on se rend bien compte, il y a un différentiel d'1,5 million là. Donc on doit effectivement, disons, améliorer notre programmation et notre réalisation. Ça, c'est un impératif, et c'est ce qui explique le fonds de roulement important qu'on a dégagé tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est un point. Ceci étant, c'est pas toujours facile aujourd'hui. Hein, c'est moins facile, mais bon, il faut le faire. Mais en tout état de cause, c'est la trésorerie. Hein. Pour compenser ça, on peut jouer avec la trésorerie, quoi. Disons, quand on a des emprunts, et nous, on va le faire là, hein, avec les ordures ménagères, ça va bien nous aider, parce que bon, on aurait été obligé autrement de réaliser une ligne de trésorerie, de mettre en place une ligne de trésorerie. Donc en conclusion, à l'évidence, la situation financière de la communauté est satisfaisante et très correcte, tant en ce qui concerne les niveaux d'épargne nette, de pression fiscale et d'endettement. L'investissement en dépenses d'équipement, plus faible que les moyennes nationales ou régionales, rencontre des difficultés et retards dans l'exécution qu'il conviendra de maîtriser. Donc voilà pour le compte administratif, j'étais assez vite. Une question, tu dis qu'on a du retard dans la réalisation des travaux. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Parce que le périmètre d'intervention du budget principal en matière d'équipement n'est pas si grand que ça. Donc c'est toutes nos prévisions qui n'ont pas été réalisées. Par exemple, le parking des écoles, enfin, ou des bus. Déjà, lui n'a pas été réalisé, il y en avait déjà pour 400 000 €. Et on a d'autres, on a également le fonds de concours pour la fibre optique aussi, qui doit faire 700. Voilà, ça va vite, quoi. Hein. Inversement fait, pas fait, et ça bascule. Donc voilà, donc il faut surveiller ça, mais bon, c'est pas trop grave si c'est pas réalisé à partir du moment où la trésorerie, on n'a pas une trésorerie pléthorique inactive. Une trésorerie qui ne rapporte pas est une trésorerie qui coûte. C'est ça l'important. Or, le fait d'avoir modifié effectivement le recouvrement de la redevance incitative va nous aider à solutionner ce problème fortement. 1,5 million, alors effectivement, ça va. Parce que cette année, ça va être une année blanche, hein, totalement. Hein. Donc voilà. Hein. Pas d'autres questions? On continue dans la foulée. On continue les autres budgets ou on vote budget par budget? En global. Alors. Oui. Alors on passe au budget annexe déchets, je crois, après. Bon, le déchet, ça va être rapide. Hein. Alors vous avez les éléments. Bon, je pense que vous avez le budget entre vos mains ou pas? Bon, vous avez vu, donc le budget déchets, bon, les résultats du budget déchets, donc un excédent de fonctionnement de 264 000, la structure hein, du budget, du compte administratif, pardon, 264 000 d'excédent de fonctionnement, en investissement également, on a un excédent, 364 795, résultat du budget annexe déchets, donc on additionne les deux, ça fait 629 021. Alors ça, c'est l'affectation des résultats. Donc ce qu'on peut dire, c'est que là aussi, donc les prévisions d'investissement n'ont pas été réalisées. Généralement, en investissement, on a plus un besoin de financement qu'un excédent. Donc là aussi, il faudra accélérer sans doute les dépenses d'investissement. Alors si on regarde ce budget, autrement, vous l'avez en détail? Vous l'avez en détail le budget ou pas? Vous l'avez? Donc, voilà, donc on va le voir ici, oui. On peut aller vite. Alors, dans ce budget, en réalité, si on faisait l'analyse de ce budget, alors, vous avez entendu, vous vous souvenez, lors d'une réunion précédente, il a été décidé pour l'année prochaine une augmentation, si je m'en souviens bien, de 2% de la redevance, 2,5% de la redevance incitative. Alors, il y a des explications. Ceci étant,
vous m'avez souvent entendu dire ça, si ce budget rencontre des difficultés budgétaires, sur le plan financier, il est bien portant. Hein, puisque l'épargne nette est de 200 000 euros. C'est-à-dire nos recettes réelles rapportées à nos dépenses réelles dégagent un excédent de 200 000 euros. Vous pouvez me dire comment se fait-il d'une épargne nette, d'un autofinancement de 200 KE positifs, on est en but à des difficultés sur le plan budgétaire. C'est la question des amortissements qui chargent ce budget. C'est simple. Les amortissements sont très importants, elles mangent l'épargne nette. Donc, contrainte d'augmentation de la redevance incitative et d'autre part, anticipation effectivement de ce qui nous attend avec la TGAP, d'une part, et le CISEN. Voilà hein, ce qu'on peut dire. Donc, voilà, bon, c'est pas la peine que je rentre plus dans le détail, vous connaissez ce budget, donc il se porte bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on va passer aux locatives. Alors les locatives, par contre, alors voilà, excédent de fonctionnement. Oui, cette année, on a un excédent de fonctionnement de 411 186, le déficit d'investissement 61 000, y compris les restes à réaliser. Donc si on l'enlève, on obtient donc le résultat 349 842. Alors pourquoi on a un excédent? Parce que sur ce budget-là, il y a 2 ans, on avait versé un autofinancement en une seule fois, on avait versé 1,4 million à ce budget-là pour l'autofinancement du Moulin Neuf. On l'avait versé d'entrée de jeu en une seule fois, et donc il est toujours en excédent, il devrait être mangé en 2019 normalement, cet excédent. Par contre, ce budget, effectivement, il est déficitaire au niveau de l'épargne nette. L'épargne nette est déficitaire de 144 KE sur l'exercice. Hein, alors vous voyez un peu la différence, on a un résultat excédentaire de 411 000, et moi je vous dis, ce budget-là, il faut faire, il est déficitaire dans son épargne nette de 411 KE. Donc voilà, c'est le Moulin Neuf, les travaux, hein, qui ont effectivement constitué l'essentiel de ce budget. Donc voilà, je ne rentre pas dans le détail, vous connaissez aussi, non? Vous voulez aller plus loin? Non? C'est bon? Question cependant. Oui. La communauté vend son atelier, sa pépinière. Oui, oui. Je ne l'ai pas vu. Ah si, c'est dans le PPI. Oui, c'est dans le PPI, 600 000 euros, et qui ont été mis en réemploi dans le PPI. C'est-à-dire qu'on a considéré que les bijoux ne devaient pas être servir à... Voilà. Ouais. Donc voilà, si vous voulez, pour l'épargne nette, pour ce budget, bon, c'est bien, il y a 150 000 euros tous les ans de déficit structurel sur ce budget. Les zones, alors je vais vous les résumer, moi, en 2 chiffres. Les zones sur 2018, le déficit de la section de fonctionnement, c'est-à-dire le déficit des subventions d'équilibre, 187 000 euros. 187 000 euros. Et le besoin de financement, le besoin de préfinancement, 3 840 000. Hein, quand je vous ai dit tout à l'heure, sur les 6 millions de budget principal, il faut envisager 4 millions pour les zones, bien les voilà. Sur les subventions d'équilibre, 187 000, préfinancement, 3 800 000. Hein. Donc, voilà, mais pour financer ces déficits, on a les moyens, les munitions au budget principal, vous avez vu, 6,5 millions, quoi. Hein. Donc voilà, pour les comptes administratifs, j'ai fait vite. Bon, j'ai essayé de vous faire comprendre, pas sûr, mais voilà. Une question, Jean-Claude. Oui. On voit dans chaque budget des zones d'activité, vente, écopaille, etc. On n'a quand même pas beaucoup de ventes. Non. Non. Et puis, moi je ne me rappelle pas avoir vu la vente qui a permis l'installation d'entreprises études environnement. Ça remonte à quand cette vente-là? Elle est récente, elle est en 2017. 2017 Je ne l'ai pas vu j'ai regardé dans les trucs anciens, mais... C'est celle qui a eu lieu à... De Clairvaux. Oui. 2017 peut-être, oui. Mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de ventes. Hein, il y a beaucoup de... Oui, on est dans une période... Il y a eu un creux évident. Oui. On remonte quand même.
Oui, on remonte là. Il y en a quelques-unes en perspective. Oui, mais même 2018 a été bien meilleur que 2017. C'est mieux, mais c'est bon. Ouais. Oui, Il y a des projets sur Molinc, je crois, il y en avait sur Molinc. Sur Molinc, oui, il y en a quelques-uns. Mais c'est vrai que les ventes n'ont pas été exceptionnelles, c'est sûr. On a beaucoup de projets qui ne se réalisent pas, c'est comme... Oui, ça prend du temps. Hein. On a l'impression que les dossiers aujourd'hui sont plus longs. On avait une réunion le jour avec Arthur Brossin, je me suis dit, je vais leur poser la question pour voir s'ils ressentent les mêmes choses que nous. Je lui ai dit, mais dans vos projets, est-ce que vous, disons, exécutez assez rapidement? Non, non, nous non plus. Mais bon, on se rend bien compte maintenant, le moindre projet, c'est un appel à projet, constitution de dossier, passage en commission. On est dans des appels à projet pour tout maintenant, pour ainsi dire. Et donc, c'est de la procédure, c'est des dossiers, voilà. Et puis, bon, les aléas, la concertation, ce n'est pas... Mais sur le sujet de l'activité économique, ce serait bien que, sans dévoiler les secrets, parce que je crois bien, quand il y a des négociations, on ne peut pas en parler sur la place publique. Ce serait bien qu'on ait un point de temps en temps sur ce qui se passe ou ce qui se prépare. Oui. Oui. Ce qui se fait, ce qui se passe, se prépare. Ça pourrait se faire, effectivement. on voit au fil de l'eau un peu. Oui, mais quelquefois, simplement, Un point, ça peut... dans Oui. le bureau, donc on peut passer à travers. Oui, oui, il faudrait faire un point. Oui. Ceci étant, c'est jamais acquis. Parce que je me rappelle, il y a 6 ans, on avait 3 projets sur la commune de la Croix. Les 3 sont tombés à l'eau à un moment donné. Après, il y en a quelques-uns, il valait mieux qu'ils ne soient pas chez nous. On voit ça 6 ans après. Donc voilà. Il y a encore d'autres projets, mais on ne sait pas si ça va aboutir. Parce que, enfin, je regarde Philippe qui nous dit ça. Mais... Voilà. Pas d'autres questions? Marie-Claude doit sortir normalement. Donc on va passer au vote de tous ces comptes administratifs. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, merci. Donc on peut la rappeler. On peut la rappeler. C'est bon, Madame la Présidente. Voilà, les comptes ont été votés à l'unanimité. Je vous remercie. Alors maintenant, on va passer au débat d'orientation budgétaire. Donc le débat d'orientation budgétaire qui doit faire l'objet d'une délibération distincte dans les 2 mois précédant le vote du budget. Donc généralement, quand on fait ce débat d'orientation budgétaire, le budget est fait, pour ainsi dire. Donc voilà, on va voir maintenant le DUB, Stéphanie. Alors le débat d'orientation budgétaire, voilà, 2019. Donc pour mémoire, je rappelle les ratios qu'on vient de voir, épargne nette. Donc vous voyez, en cours de dette, capacité de désendettement, la dette par habitant, il a à nouveau des dépenses d'équipement. Donc c'est le condensé des 4 ratios, avec les taux également sur le plan fiscal. Donc on part de ces données-là pour 2019. Alors, voilà, le cadrage national. Effectivement, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas jusqu'à présent et qui se pratique aujourd'hui de plus en plus. Voilà, ça fait partie de la culture économique et financière, d'une part. Et puis bon, c'est pas inintéressant de connaître ces chiffres qui cadrent le budget national, qui sont à la fois des contraintes et des objectifs, en tous les cas un cadre, parce qu'elles influent sur les décisions budgétaires ou traduisent ces décisions budgétaires et elles-mêmes, finalement, impliquent l'échelon local par les décisions qui sont prises dans le budget. La croissance, donc effectivement, pourquoi on vous parle de la croissance qui est envisagée en 2019?
2019, parce que bon, la croissance, effectivement, hein, c'est ce qui favorise le pouvoir d'achat à la fois des institutionnels et des particuliers. Plus la croissance est forte, plus facilement on dessert la contrainte budgétaire. Donc vous voyez qu'en 2019, la croissance envisagée est de 1,7%, comme en 2018. Ceci étant, il faut savoir quand même que ces chiffres clés, ce sont des chiffres qui ont été établis dans le projet de loi de finances 2019, avant, disons, prise des mesures exceptionnelles de 11 milliards suite au mouvement des Gilets jaunes. C'est important. Le chiffre de 11 milliards n'est pas, disons, intégré dans ces chiffres. Il devra faire l'objet d'un projet de loi modificatif, hein, pour être intégré. Sachez que sur ces 11 milliards, 4 milliards sont à peu près compensés, il reste 6 milliards à trouver. Hein. Donc ce n'est pas fait encore, mais bon, j'attirerai votre attention quand la question se posera. La croissance, effectivement, 2019, elle est plutôt estimée aujourd'hui à 1,5, voire même certains organismes prônent 1,3. Bon, les contraintes autour de la croissance, et c'est important, hein, parce que ce sont les recettes fiscales, ce sont effectivement ça qui sont en ligne de compte, ainsi que les ratios, hein, puisque moins la croissance est forte, plus les ratios sont détériorés. Donc la croissance en baisse sans doute par rapport à 2018, bon, par toutes les contraintes, vous connaissez le Brexit, l'Italie, l'Espagne maintenant également, la Chine, les relations commerciales, donc tout ça, autant de tensions commerciales, donc autant effectivement d'aléas sur la croissance, donc qui pourrait freiner effectivement l'aisance budgétaire. La hausse des prix à la consommation, en 2018 on a eu un 6, un 7, on serait à 1,3 en 2019. Alors la hausse des prix, bon effectivement c'est important puisque la croissance plus hausse des prix donne effectivement la croissance en valeur. Hein. Les dépenses publiques, alors, si vous regardez, on voit bien, disons, dépenses publiques, taux de prélèvement obligatoire, solde budgétaire et total de la dette publique, une contrainte de consolidation budgétaire. Donc ça veut dire que le budget intègre une contrainte de consolidation, c'est-à-dire d'exigence, de rigueur, qui va se ressentir chez nous, bien évidemment. Les dépenses publiques, 54% du PIB. Alors attention, c'est par référence au PIB. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il reste 46% pour le secteur privé. Ça, c'est une erreur monumentale que tout le monde connaît. Même Macron a fait la bourde dans ses vœux. Donc effectivement, hein, si on calcule, parce que tout simplement pourquoi, bon, la part du PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées. Or, effectivement, les dépenses publiques sont comptabilisées pour leur valeur de coût, alors que le privé, ce sont la valeur ajoutée, c'est-à-dire coût moins consommation intermédiaire. C'est pas la même chose. Hein. Donc voilà, les dépenses publiques, 54%, elles vont continuer quand même d'augmenter, alors qu'en valeur absolue dans le PIB, elles diminuent, et elles augmentent en volume de 0,6%. Elles augmentent, le PIB, les dépenses baissent parce que le PIB croît plus vite, effectivement, que leur augmentation. Donc leur valeur relative baisse, inévitablement. Taux de prélèvement obligatoire, contrainte, effectivement, là aussi, de maîtrise. Bon, vous entendez ça, hein, il faut baisser les impôts. Prélèvement obligatoire, c'est État et c'est sécurité sociale et collectivités locales. Hein. Donc 44,20% de baisse des prélèvements obligatoires. Tout ça avant le mouvement des Gilets jaunes, je vous rappelle. L'État, effectivement, lui, augmente de 3, comment dirais-je, ça c'est le solde budgétaire, par contre. Donc les prélèvements obligatoires, donc une baisse envisagée, donc c'est une contrainte budgétaire forte. Le solde budgétaire est à donc 2,80 en 2017, 3,10 en 2018. On voit que le budget de l'État continue effectivement d'augmenter en déficit, 3,60. Ceci étant, vous avez cette année un élément exceptionnel qu'on appelle le CICE, disons le crédit d'impôt des entreprises, qui doublonne avec la baisse des charges.
et qui représente 20 milliards. Alors il est bien certain que si on l'enlevait, il y aurait au niveau de l'État une baisse, ça représente à peu près 0,9% en PIB. Hein. Le PIB de la France est 2400 milliards, donc vous voyez 20%, 0,9%. Donc on a cette augmentation qui est fictive, hein, mais bon, ce serait effectivement 9, on enlève 9, ça fait 7 de 7. Il y aurait une baisse. La sécurité sociale est en excédent. Hein, au niveau solde budgétaire. Je vous rappelle, la notion de solde budgétaire n'est pas la même que dans une commune. Dans une commune, c'est recettes moins dépenses, y compris emprunts, tout confondu. Au niveau de l'État, c'est une capacité de désendettement. C'est-à-dire quand le remboursement d'emprunts est supérieur aux emprunts, on est effectivement en désendettement. Par contre, quand l'emprunt réalisé est supérieur au remboursement, on est en endettement. Les notions ne sont pas les mêmes en comptabilité nationale. Hein. Le solde budgétaire de la sécurité sociale excédente, 0,80. Les ODAC, organismes d'administration centrale, vous avez Météo France, des histoires comme ça. Donc, on est négatif aussi au niveau solde budgétaire de 0,10. Les APUL, administration publique locale, qui comprend les collectivités, plus ce qu'on appelle les ODAL. Vous avez les ODAC, organismes départementaux, organismes d'administration centrale, ODAL, organismes d'administration locale. Hein. Donc vous avez là-dessus les SDIS, les histoires comme ça. Donc 0,10% d'augmentation pour les APUL. Donc vous voyez, les collectivités, pour simplifier, sont excédentaires. C'est-à-dire elles remboursent plus de dettes qu'elles en font. Le solde budgétaire, donc, alors que normalement il devrait diminuer, ça c'est de façon brute, si on enlève les 0,9 points du CICE, qui doublonne exceptionnellement en 2019, on serait quand même effectivement moins 9, c'est-à-dire 9 à 9 de solde budgétaire. La dette publique, donc là on voit bien qu'il y a une contrainte également de désendettement également. La dette publique en pourcentage du PIB pour l'État, elle augmente aussi 82,10% du PIB. La dette publique des... Bon, là, c'est la même chose, hein, le CICE joue là-dedans aussi. La dette publique en pourcentage de la sécurité sociale, c'est 8,40. Et la dette publique des administrations publiques locales, c'est 8,10. La dette publique des administrations locales, c'est à peu près 200 milliards. La sécurité sociale, de mémoire, c'est, je ne sais plus combien, la sécurité sociale, c'est 202 milliards. Et l'État, 1850. Donc, on frôle les 100% du PIB pour notre dette. Hein. 98-60% avant crise des gilets jaunes, parce qu'on parle aujourd'hui de 100%. On parle de 100%. Donc vous voyez, notre dette, c'est une année de production de biens et services. Donc voilà, donc on se rend bien compte qu'il y a une volonté, on voit bien ces chiffres traduisent une volonté de consolidation budgétaire, de rétablissement effectivement des équilibres financiers. Bien évidemment, la réglementation va s'en ressentir et on va subir des contraintes chez nous. On le subissait déjà. Hein. Donc voilà, on voit donc les conséquences de tout ça au niveau du bloc local, les concours financiers de l'État. Donc c'est un quasi-gel des fonds de concours État, notamment les concours financiers, 48,6 milliards, dont la DGF, 26,95 milliards, qui ne bougent pas, pour ainsi dire. Ceci étant, les fonds de concours, les concours financiers, les fonds versés par l'État aux collectivités locales, en tout confondu, c'est 100 et quelques milliards. Les concours financiers, il y a 3 blocs. Les concours financiers, vous avez ensuite les transferts financiers, vous avez la fiscalité transférée, la formation professionnelle. Ce qui nous intéresse, c'est les concours financiers, 48 milliards 6, qui ne bougent pas, pour ainsi dire, hein, puisqu'elle est plafonnée, celle-là. Et or, à l'intérieur, vous avez des recettes qui évoluent spontanément. Elle est plafonnée. Si certaines recettes augmentent, d'autres doivent diminuer. C'est ce qu'on appelle le processus de variable d'ajustement sur ces concours financiers. L'effort est maintenu de 2 milliards par an, 2 milliards 6 par an d'évolution des dépenses des collectivités locales. Vous savez que les collectivités de plus de 60 000 habitants et qui ont un budget, c'est 60 000 habitants, oui, ou 60 000 euros,
de budget. Non, 60 000 habitants. Effectivement, il y en a 322, hein, les plus grosses collectivités, doivent contractualiser avec l'État et s'engager à ne pas augmenter leurs dépenses de plus de 1,2. Donc vous voyez, rappelez-vous nos augmentations. Voilà, bon. Voilà, 1,2%. Donc c'est toujours maintenu d'actualité, hein, pendant tout le mandat. C'est 2,6 millions sur 5 ans, 13 milliards en jeu. La fiscalité locale, donc on continue les dégrèvements de TH sur 3 ans pour les 80% de loyers a priori qui seraient concernés. C'est la deuxième tranche, 35%. Donc le taux de dégrèvement cette année sera de 65% et l'année prochaine, notamment 35%. Et donc ce sera le dégrèvement total. On nous annonce la suppression, apparemment on nous a annoncé la suppression pour tout le monde. Et je ne sais pas si vous avez lu dans un périodique, dans un quotidien ce matin, un consultant, Yann Lemeur, traite de ce problème-là. Effectivement, de la suppression de la TH, et il s'inquiète de son remplacement. Il s'inquiète parce qu'effectivement, il va falloir d'une part trouver les fonds. Quand on voit déjà la crise des Gilets jaunes avec les 6 milliards, l'État bute, que la TH c'est 22 milliards, donc ce n'est pas rien. Donc, et d'autre part, avec ça, se pose un deuxième questionnement, l'autonomie fiscale. Vous savez que c'est une valeur constitutionnelle, un principe de valeur constitutionnelle. Les collectivités locales doivent disposer d'une certaine autonomie dans leur vote de leurs recettes. Actuellement, ça doit être de l'ordre de 60%. Il est bien certain que la TH, on a les taux, on les vote, il y a des contraintes, mais on les vote nous-mêmes. Si on remplace ça par des dotations d'État, on n'a plus la main, on prend, point final. Donc il y a ce deuxième élément. Et d'autre part, on nous annonce un projet de réforme de la fiscalité locale dans son ensemble au premier semestre 2019. Bon, on verra. On verra. Cette année, les bases augmentent de 20%. Les bases, effectivement, sont revalorisées de façon nominale chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation harmonisé. Harmonisé, c'est l'indice européen. Donc, effectivement, de 20% de novembre à novembre, c'est-à-dire de novembre 2017 à novembre 2018. C'est l'indice des prix de cette période, de l'évolution de l'indice des prix de cette période-là. La réforme de la dotation d'interco, on nous annonce une réforme de la dotation d'intercommunalité qui représente 1,5 milliard et cette année elle sera abondée de 30 millions d'euros par l'État. Effectivement, actuellement les dotations d'intercommunalité étaient versées, disons, selon chaque type de PCI. Vous avez les communautés de communes à fiscalité additionnelle, à fiscalité professionnelle unique, les communautés d'agglo, etc. Tout est unifié. Tout est unifié. Donc, effectivement, d'autre part, dans la dotation d'intercommunalité, vous avez deux composants, la dotation de base et la dotation de péréquation. Dotation de base fait 30%, péréquation 70%. Et dans cette dotation de péréquation, on intègre un autre critère à côté de valeur du point, coefficient d'intégration fiscale, potentiel fiscal, revenu. Pour la première fois, le revenu va être intégré comme critère d'attribution dans la deuxième fraction de dotation d'intercommunalité. Donc c'est quand même important. Il faut savoir que dans notre budget, on anticipe plus 30 000 euros. Souvenez-vous que ça baissait la dotation d'interco tout à l'heure, la DGF. Alors il y a la dotation de compensation, elle baisse aussi, hein, puisqu'elle est une variable d'ajustement. Donc dotation d'interco, donc, et on a, comment dirais-je, on met en place une garantie. C'est important, effectivement, au niveau de la dotation d'interco, on ne peut pas avoir une dotation d'intercommunalité supérieure de 10% et inférieure de 5%. C'est quand même une garantie dans l'évolution. Les éoliennes, je regarde mon voisin, les éoliennes, effectivement, les nouvelles éoliennes, c'est-à-dire les projets, effectivement, d'après 2018. Jusqu'à présent, dans les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique, l'IFER éolien était partagé 30% départements, 70% communes, EPCI. À présent, la commune va en récupérer 20% sur la parc EPCI.
Donc 30% département, 50% EPCI, 20% communes. Alors effectivement, bon, ce sera un sujet qui est à l'ordre du jour. Qui est à l'ordre du jour. Oui, ce budget 2019, donc voilà. La DGF est stabilisée dans son montant, 26 milliards 9, et le FPIC également, le fonds de péréquation intercommunale, 1 milliard. Donc il ne bouge plus là depuis 2017. Et on a une baisse des variables d'ajustement. Bon, effectivement, les variables d'ajustement jouent notamment au niveau des concours financiers. Donc vous voyez, les concours financiers DGF, FCTR, TRTP. C'est donc un bloc qui est, disons, plafonné. Or, il y a une évolution spontanée des recettes, disons, la FCTVA, ça dépend ce que font les communes, comme travaux, et le remboursement, disons, est fonction de cela. Donc, le plafond peut, disons, augmenter. Dans ce cas-là, vous avez deux dotations qui baissent. Vous voyez, le fonds départemental de péréquation de la TP et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. Nous, on ne sera pas impactés, puisque nous, on n'est pas concernés. La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, c'est effectivement un montant qu'on obtient ou qu'on verse selon qu'on est gagnant ou perdant avec la réforme de la taxe professionnelle. Donc voilà pour les concours financiers. La dotation forfaitaire, alors là c'est le système, effectivement, la dotation forfaitaire subit un écrêtement dans les communes dont le potentiel fiscal est important pour permettre de financer la péréquation. Donc la DGF plafonnée également, la péréquation augmente, il faut bien prendre quelques parts. Donc la péréquation, bon, chez nous c'est la dotation de solidarité rurale dans les communes, c'est ça. Et vous avez la dotation de solidarité rurale, la dotation nationale de péréquation, et donc elle augmente de 90 millions, et donc la DGF sera écrêtée, disons, chez certains, pour financer cette péréquation. La GEMAPI, un élément nouveau, jusqu'à présent, il fallait la voter avant le 1er octobre d'une année, enfin de l'année N, pour qu'elle soit applicable en N+1. Maintenant, il faut pour la première fois, il faut toujours l'instituer avant le 1er octobre, mais on peut voter jusqu'au 15 avril comme les taux des communes, les taux des collectivités. Donc la première fois, donc si on veut, disons, l'instituer pour l'année prochaine, il faudra la voter avant le 1er octobre de cette année. Mais on pourra fixer son montant au 1er, disons, avant le 15 avril, quoi. Comme pour les collectivités. Ça change. Là. Les dotations d'investissement sont maintenues, la DETR, 1,46 milliard, et disons la dotation spéciale d'investissement local est pérennisée également à 570 millions. Donc voilà, bon, cette année n'a pas été une année, disons, énorme en disons, évolution de la réglementation. Donc partant de là, on connaît le cadre dans lequel on va agir, et on va, disons, maintenant établir nos projections, recettes-dépenses pour les années à venir, voir comment, disons, nos charges et nos produits vont évoluer. Donc au niveau des charges, dans les projections, on a maintenu, comme les autres années, de 5% le principe d'évolution du personnel. Or, on anticipe au BP plus 212 KE. C'est la deuxième année où les frais de personnel augmentent fortement. L'explication, l'enfance-jeunesse, puisque là, il y a d'une part un développement de l'activité et d'autre part, disons, un changement de catégorie de certains personnels qui passent en cadre A et non plus en cadre B. La balayeuse, le chauffeur de la balayeuse, dont l'acquisition a été faite, 35 KE. Le régime indemnitaire va augmenter 45 KE, puisque bon, lorsqu'il y a des recrutements l'été, on nous fait le reproche d'avoir un régime indemnitaire très faible, donc on essaye de rattraper le retard. Les remboursements de frais donc seront moins forts. Vous avez vu, cette année c'était 64 000, les autres années 24 000. On s'est dit, ça a été des congés de maternité, il n'y en aura pas tous les ans, et puis bon, les contrats aidés, etc. Donc on a diminué les remboursements de frais, donc on diminue les remboursements de frais, c'est une charge supplémentaire. Et l'absentéisme, on a mis 20 KE, parce que c'est une demande, il y a de plus en plus d'absentéisme. Également, on a prévu 20 KE. Donc si bien que les frais de personnel, bon, 11,4% cette année. C'est la deuxième année où les frais augmentent.
Ceci étant, les personnels, moi je le dis, les personnels ne sont pas uniquement qu'un coût, c'est une ressource également dans certains cas. Donc voilà, les charges, plus 1,3% le principe, plus 14 KE en plus, l'enfant jeunesse, donc là, vous voyez, l'augmentation d'activité se fait sentir au niveau des personnels et des consommations courantes, 39 KE, les médiathèques, plus 20 KE, et Festimum, par contre, diminue, puisqu'on a le Salon du Livre cette année qui prend, lui, 22 KE. Donc voilà, c'est des plus et des moins, l'ensemble, donc 1,3%, plus 14 KE. Les subventions participation, on augmente généralement de 1%, donc fonds de concours, SP, alors là, cette année, il y a une augmentation de plus 109 KE. La SPL, ça sera un sujet qu'il va falloir débattre, dont on débattra ensemble, mais c'est pas arrêté. Mais on le prévoit par anticipation. La SPL pourrait, je le mets bien en conditionnel, pourrait nous coûter 60 KE de plus. Donc, à débattre tout ça. Hein, le SDIS, les contingents de SDIS augmentent aussi fortement, 37 KE. Éveil, dans le cadre du renouvellement de sa convention, plus 12 KE, on est passé de 132 à 144, hein, 12 KE, donc tout ça, 109 KE. L'exceptionnel, 369 KE, c'est toujours la même chose, hein, 160 KE de subventions locatives, 150 sur 60, les subventions pour les zones 200 et du divers 9. Donc voilà, ça c'est quelque chose de récurrent. Donc voilà ce qu'on anticipe pour l'évolution des charges, quand même important. L'évolution des produits, donc plus important pour les produits du domaine et les produits de gestion courante, et on anticipe plus 49 KE par ailleurs. L'enfant jeunesse, ben oui, ça coûte plus de personnel, plus de consommation, mais aussi, bon, une facturation plus importante, 34 KE, et plus 15 KE la balayeuse, c'est pareil, il y a les frais de personnel, mais bon, il travaille et va nous rapporter 15 KE aussi, quoi. Donc tout ça est corrélé. Les subventions dotation, le principe, c'est de maintenir 0%, puisque bon, on avait la DGF qui était en baisse. Ceci, avec la réforme de l'Interco, dont on a parlé tout à l'heure, permet effectivement d'anticiper plus 30 KE, notamment au niveau de la dotation d'intercommunalité, puisque la deuxième composante, la dotation de compensation, elle va diminuer de, je crois que c'est de 2 et quelques pourcents. Hein. Donc voilà, DGF plus 30. Les ressources, les recettes CAF, c'est-à-dire les subventions de la CAF, plus 43 KE, et autres ressources diverses, je crois que c'est pour l'eau et l'assainissement, puisqu'on a des études, bon, on vient d'y passer, les études, hein, et on est subventionné de 25 KE. Donc là, fiscalité maintenant, donc les produits fiscaux, comment on anticipe leur évolution. Les bases cette année sont revalorisées de 20%. Comme on a prévu 2,50, c'est-à-dire que les passes physiques sont censées augmenter de 0,30, on est prudent. Hein. Là, je pense qu'on sera au-dessus. Mais bon, soyons prudents. On anticipe les rôles supplémentaires 30 KE, on n'aura pas 120 et quelques ou 130 tous les ans. La CVAE, alors la CVAE nous est annoncée en forte hausse. Vous voyez, on avait une petite baisse l'année dernière, 756 en 2019 contre en 2018. C'est 2018. Contre 863 en 2019. Donc on nous l'a écrit. Donc une bonne augmentation en 2019 de la CVAE. Donc vous voyez le caractère aléatoire, hein, de cette ressource fiscale. Et le FPIC, on l'a maintenu à 224 KE. La fiscalité nette, donc on attend une augmentation globale de 3-4% à 3964 KE. Donc maintenant qu'on a fixé le cadre de nos projections, donc on voit la fiscalité en détail, comment elle évoluerait. Donc voilà, par taxe, hein, je vous laisse regarder. Donc voilà, donc en augmentation globale, c'est 3-4%. Donc voilà, on peut passer. Donc 3964 par 3834, l'augmentation, c'est 3-4. Donc voilà. Donc, maintenant qu'on a fixé le cadre d'évolution de nos charges et de nos produits, si on construit tout ça dans notre budget, voilà ce que ça donne pour 2019. Nos consommations passeraient à 1225, le personnel, etc., 2663, etc., etc. Vous voyez, vous pouvez dire, total des charges,
Alors j'ai dû faire les pourcentages, moi ici. C'est important de le voir quand même, ça, le pourcentage. On passe 8%, 5186 5606, plus 8%. Vous avez vu, cette année, on était à 7,33, de mémoire. Donc c'est important, mais bon, voilà. Les produits, donc la fiscalité, selon les critères qu'on s'est donnés, et les produits 7 105 000, elles augmentent de 4,34. Donc cette année, dans le prévisionnel, on a quand même un effet ciseau qu'on va ressentir, donc on continue. Au niveau, effectivement, de l'épargne de gestion, elle diminue, puisque nos recettes augmentent moins vite que nos charges, et de façon, bon, avec un décalage de 3 points. Donc 1500 épargne de gestion. Bon, l'intérêt à payer 1148 donne effectivement le disponible épargne brute ou autofinancement brut 1352, dont on soustrait le capital 263 KE qu'on va rembourser le capital cette année, qui va donner l'épargne nette. L'épargne nette dans le budget anticipé sur ces bases-là est de 1089 KE. Donc vous voyez, ça diminue par rapport à l'année dernière, mais elle représente encore 15,32% de nos recettes. On est encore au-dessus des moyennes nationales, 10,88, n'en parlons pas, mais des moyennes régionales qui étaient à peu près à ce niveau-là. Donc, vous voyez, même en étant prudent, etc., 15,32% d'épargne nette, c'est tout à fait correct. On est, par rapport aux 10%, on est 711 KE de plus. C'est le seuil, hein, les 10%. C'est pour ça qu'on le met. Il ne faudrait pas qu'on passe en dessous. Hein. La moyenne nationale, 10,88. Donc, vous voyez, 10%, c'est vraiment un plancher. Donc, notre écart favorable. Donc, vous voyez, 368 KE. Et notre capacité des endettements, puisqu'il n'y aurait pas d'emprunt réalisé cette année, passerait à 3,05. Donc, voilà, c'est correct tout ça. Alors maintenant, on a déterminé avec ces projections notre autofinancement. Maintenant, on va cerner notre capacité d'investissement, c'est-à-dire notre autofinancement qu'on retrouve en première ligne, c'est la CAF net, hein, c'est net, c'est la capacité d'autofinancement net, on les retrouve 1,89 million, à laquelle on ajoute effectivement les subventions, le FCTVA 1040, comme on a intégré le Moulin Neuf dans la démarche, hein, donc le Moulin Neuf, subvention FCTVA 208 KE. Vous avez ensuite l'autofinancement Moulin Neuf et les fameuses sessions qui sont là. On a donc la session de l'atelier relais, pas l'atelier relais de... vous voyez ce que je veux dire, les 600 000. On a également Kerioche qui doit faire 350 000 de mémoire. On a 369 000 d'autofinancement, je me souviens des chiffres, et puis quelques bricoles. Donc ça donne 1 119 000. Tout ça additionné donne une capacité d'investissement, 3 456 000. Donc on passe, laissez ça, on passe, notre capacité d'investissement, 3 456 000. On continue, on laisse le fonds de roulement. Ouais. Donc capacité d'investissement, on reprend la ligne, 3 456 000. Les travaux dans le PPI, donc on va pouvoir regarder le PPI, il y a 5 369 000 de prévus. Donc, sur les flux de l'année, on a donc un déficit de 1 913 000. Ceci étant, le fonds de roulement à la fin de l'année qui était important, on l'a vu tout à l'heure au compte administratif, 2 269 000, donc laisse encore disponible un fonds de roulement normalement à fin 2019 de 356 KE. Voilà, si vous voulez, la projection que l'on peut faire. Alors le PPI, on peut le regarder si vous avez des remarques. Il n'est pas. Chacun son. S'il y a des questions, n'importe quoi, je ne sais pas, allez-y. C'est le résultat des commissions. Hein. Le PPI, c'est les propositions des commissions qui ont été portées. Il doit figurer sur. Vous l'avez ? Est-ce que vous avez des questions sur ce PPI ? Bon, voilà, il peut changer, hein, modifier. Hein. Non, c'est bon ? Je vois par exemple dans les toutes premières lignes aménagement de territoire, les maisons de service au public. Oui. Ça n'a jamais été évoqué devant le conseil communautaire pour le moment ? Non, c'est quelque chose effectivement qui est mis à titre prévisionnel, qui est en cours de réflexion, effectivement, en cours d'étude, et qui devra arriver tôt ou tard, effectivement, devant le conseil communautaire.
Et comme effectivement, il va sûrement arriver devant vous en cours d'année, le budget se faisant en début d'année, donc on anticipe, quoi. Le projet de la maison de service public n'est pas suffisamment avancé pour être porté au public. Il y a un groupe de travail quand même. Oui, oui, Ouais, oui. il y a un groupe de travail et on ne l'a pas encore présenté au bureau. Mais c'est pas un domaine sur lequel on a du retard par rapport à d'autres collectivités. Je regardais une carte de 2017, il y avait déjà sur le département peut-être bien une petite dizaine de maisons de services au public. Il y avait Grandchamp, il y avait Guerre, Pleurmel, etc. À Grandchamp, ça existait, ça ne s'appelait pas une maison de service public, ils ont récupéré quelque chose qui existait déjà, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais voilà. Ah oui, Oui. d'accord, oui, je comprends. Ouais. Donc voilà. Donc s'il y a d'autres questions, allez-y. Bon, on sait déjà que certaines opérations ne se font du pas. parking à Sfoden ne va pas se trouver en Oui. conflit avec la construction du collège. Alors si, je crois que... Si, en fait, on l'a, justement, c'est un exemple de ce qu'on ne peut pas faire, on le prévoit, mais l'année dernière on devait le faire, on n'a pas pu le faire. Cette année, on l'avait prévu de le faire, on ne peut toujours pas le faire à cause du collège. Et en plus, se greffe une réflexion pour l'amélioration des cuisines du CELFA, de la région. Donc il va y avoir... tout va se faire en même temps. Donc, Il n'y aura pas de provisoire parce que c'est quand même quasiment un champ de patates, le parking. Ouais. Ça tarde, effectivement. C'est l'exemple type qui montre des complications qu'on rencontre, les retards, c'est pénible, quoi, effectivement. Sur la deuxième page, Baptiste Dernier, si vente Kerioche, je crois que c'était validé la vente Kerioche. Oui, Ça y est, oui. Donc on la met dedans. Elle va être encaissée cette année, oui. oui. 350 000, oui. Dans ton nouveau projet de pépinière, il y a un lieu de repérer pour ça. Non, pas encore. C'est la commission éco avec Philippe là qui doit bon, ça a été évoqué, mais ça devrait être évoqué lors d'une prochaine commission. Mais la vente est toujours pas faite pour la pépinière. Elle n'est pas signée la vente C'est pas encore? signé, non. Le compromis. Mais, Oui, compromis. Compromis est signé. Et donc on aura aussi des informations sur les travaux conduits dans les différents parcs d'activité. Oui, normalement, oui. Un petit paquet. Ouais, mais Oui. pour le moment, on lit ça là et on n'a pas plus d'infos. Voilà. Moi, je pose la question. Non, mais un point pourrait être fait, effectivement, sur les zones, oui, un point sur les zones que je fais. Voilà, donc, pas d'autres questions? On peut passer... alors, pardon, donc on était rendu au plan pluriannuel, donc c'est terminé. Vous avez effectivement la liste des prêts. Donc voilà les prêts. Donc vous voyez, il y a un prêt qui est important, le prêt piscine, quoi, effectivement. Capital restant dû 3 256 000. Hein. C'est celui-là, oui. Donc voilà, hein, c'est... Alors quand on regarde la structure des prêts, à la fois par organisme prêteur et par nature de taux, on doit voir ça après? Non? Tu l'as pas? Alors, on l'a sur le ROB. Ouais. Bon, je ne sais pas si vous l'avez, mais bon, tout le monde l'a? Bon, on va prendre les prêts avant de voir le rapport égalité homme-femme. Alors les prêts, donc la dette, vous voyez, la dette, hein, capital restant dû, tout budget confondu. Tout budget confondu. Oui, ben on va le voir là, effectivement, à la fin. Tu dois l'avoir à la fin. Voilà. Ben voilà. La dette, on a ça là, ça va être plus facile à l'écran. Donc le capital restant dû, tout budget confondu. Donc vous voyez, fin 2018, 6 808 000. Et à droite, vous avez le budget principal. On retrouve effectivement nos 4 388 000, 90 arrondi. Hein. Voilà. Donc voilà. Par prêteur, en dessous, donc vous voyez, notre principal prêteur, c'est le Crédit Agricole, hein, 65%. Vous avez ensuite la Caisse d'épargne, 31%, et donc la Société Générale un petit peu.
Dexia. Alors, l'état de la dette, la structure du capital restendu, disons par nature de taux. Donc en taux fixe, on est à 85% et en taux variable 15%. Bon, les 80%, 5% s'expliquent notamment par l'emprunt pricing qui a été converti en taux fixe. Il s'agissait d'un produit structuré qui devait être converti à un moment de temps. Le choix n'a été fait de le convertir en taux fixe. Bon, les aléas, hein, bon, on sait toujours ce qui va se passer après, mais avant, voilà. Alors, donc, 85 taux fixe, 15 variables. L'annuité de la dette, donc, tout confondu. Donc, on voit qu'en 2019, l'annuité 601, 608, vous voyez, ça ne bouge pas beaucoup pendant 3 ans, là. 2019, 2020, 21. Tout confondu. Par contre, le budget principal à droite, en 2019, c'est à peu près la même chose, 409 KE. Vous voyez, 406, 418. Donc on est toujours dans les mêmes eaux et ça va commencer à tomber en 2021. En 2021, ça va tomber. On a ensuite sans doute le taux moyen de la dette. Donc le taux moyen de la dette, c'est intéressant ça. Effectivement, les frais financiers sont le taux moyen de la dette, il s'agit de rapporter les frais à l'encours. Donc 2,90% le taux moyen, avec un taux fixe 2,99 et les taux variables 2,37. Au niveau du budget principal, on est en global 3,51. C'est effectivement l'emprunt piscine qui charge, taux fixe 3,70 et taux variable 1,98. Bon, ça m'a semblé un peu fort au départ. J'ai regardé avec d'autres collectivités. Elles sont pas mieux. Hein. Elles sont pas mieux. Effectivement, on pourrait penser aujourd'hui, compte tenu du niveau des taux, que notre taux moyen pourrait être plus faible. Moi, je pensais à un taux pour un encours. Bon, les OAT du Trésor sont à 0,70 sur 10 ans. Hein, donc voilà, je pensais 2%, quoi. Et les taux variables, c'est vrai que l'Euribor, les Euribor sont négatifs, c'est la marge qui positive le taux. Donc voilà, ça m'a semblé fort, mais bon, par rapport aux autres, ce n'est pas plus fort. J'ai vu des 3 et quelques de moyenne. La durée de vie résiduelle moyenne de la dette, c'est le temps effectivement qu'il faut pour rembourser notre dette résiduelle. Hein, c'est effectivement le capital restant dû multiplié par la durée résiduelle, rapporté au capital restant dû. Donc 16 années 79, bon, j'ai trouvé des moyennes de 17, donc ça va. En taux fixe, 17 années 33, et en taux variable, 13 années 75. Donc voilà, donc rien d'anormal. Rapport égalité homme-femme, je ne sais pas si c'est à moi de présenter ça. Bon, je vais voir alors. Donc le rapport, donc là, on va voir le rapport égalité de femmes, ça doit être joint effectivement à notre débat d'orientation budgétaire, c'est une obligation. Donc par âge moyen, alors je vois pas trop, moi, je ne sais pas si vous ne devez pas voir vous non plus. L'âge moyen par statut. Donc, on a les élus. Les élus, c'est les plus âgés. Vous voyez à droite, 64,41%. Bon. Voilà. Les titulaires, 28,08. C'est jeune, hein, chez nous. Hein. Les stagiaires, 36. Donc combien 36,84%. Les auxiliaires, là. L'âge moyen, oui, pardon, c'est l'âge moyen. Hein 36 années, voilà, 36 années, 36 ans, c'est 36, hein 36 ans, l'âge moyen. Les titulaires, l'âge moyen, 44 ans. Hein, les autres, ça peut être les temps non complets, contractuels et tout le monde, hein, 46 ans, 75. Donc, voilà, le personnel relativement jeune quand même, hein, constat qu'on peut faire. Les élus moins jeunes, c'est fort. Donc je suis trop près. Ah ouais. C'est bon, là, c'est bon. Ça va? Ouais, ça va. C'est fini, c'est fini.
Donc, on va voir par la suite la répartition des effectifs en équivalent temps plein par sexe. Donc 47% pour les femmes et 53% pour les hommes. Donc un peu davantage d'hommes que de femmes. Et bon, voilà, on va faire un. Donc voilà. Et c'est répartition des traitements par sexe, donc femmes. Donc ça c'est global. C'est les montants des sommes versées. Donc on verse 886 000 pour les femmes, KE, et les hommes 1 1400 000. Oui, il y a davantage d'hommes, 53-47, voilà. Hein. C'est le salaire moyen. Ouais, oui, c'est le salaire moyen. Et là, l'équivalent temps plein cumulé par sexe, c'est combien de heures, non 984, combien 948 et 1081. Et ensuite, oui, c'est les taux, effectivement, les charges, le nombre, etc. Ouais, c'est tout. Voilà, donc c'est le débat d'orientation budgétaire. Donc l'important, effectivement, c'était disons, d'anticiper sur ce qui nous attend au titre du budget primitif 2019. Voilà. Donc voilà, on préserve nos équilibres financiers. C'est ça l'important. Malgré que, effectivement, nos charges augmentent assez, notamment les charges courantes et personnelles, assez fortement pour la deuxième année consécutive. Il y a une mise à niveau, là, certaine, qui est effectuée. Voilà. Merci Jean-Claude. Dans l'état de la dette, il nous manque une feuille par rapport à ce qui est présenté. Ah. C'est la liste des emprunts par affectation, quelque chose comme ça. Ça n'est pas dans le document qui nous a été transmis. Le capital respondu par le secteur et par banque. Ah oui, il est sur une feuille à part peut-être. Oui, exact. Il est sur une feuille à part. Une feuille volante. Il y a une feuille. Il y a tellement de documents. Ouais. Oui, il y a une feuille. C'est celle-là, voilà. Non, ça c'est dans la partie. Elle est sur une feuille volante. C'était joint en annexe. Ça n'a pas été forcément réimprimé. Bah, non, mais dans l'annexe sur le job. Non, c'était en annexe. Dans toutes les annexes, on vous en envoyait pas mal. J'ai tout un paquet, moi. Dans annexe 4 à 13. Ça s'appelle comment? État de la dette 2018. Répartition par nature. Non, moi je ne peux pas. Si André est là, c'est que. C'est celle du bureau. Ah oui. Ah oui. C'est sûr que c'est pas seulement du bureau. Vous l'avez pas? On pourra l'envoyer, hein, alors on verra. Oui, c'est pour cette journée. On pourra l'envoyer. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que Jean-Claude vous a présenté? Vous en avez suffisamment? C'est bon? Ok. Juste dans les prévisions de dépenses, médiathèque, c'était 20. Ça correspond à quoi? André, on en a parlé au bureau.
calcul. J'ai oublié. Non, mais j'ai sûrement oublié, mais merci de le rappeler. Moi, ça me paraissait important. C'est ce qu'on a voté. C'est un plan d'investissement sur 3 ans pour étoffer notre offre numérique. Et on a voté 20 000 euros sur 3 ans. Enfin non, 20 000 euros chaque année pendant 3 ans. D'autres remarques ou questions? Je vais vous faire délibérer sur le rapport égalité hommes-femmes. C'est le rapport d'orientation budgétaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.